Alors, Michel, j'aimerais bien que tu me parles des origines de la synarchie. D'où vient ce concept, comment ça a démarré tout ça? Comment ça a démarré? D'où vient? C'est un auteur, il s'appelait Saint-Yves d'Alvèdre. Il a produit son œuvre entre 1877 et sa mort en 1909. Et d'où est-ce que ça vient? Je sais pas, la plus ancienne trace, lui-même a laissé des trucs écrits autobiographiques et où il témoigne lui-même de ce que, dès la Commune de Paris, pendant la Commune de Paris, pendant que les troupes versaillaises étaient en train d'écraser le peuple parisien, Ouais. il était lui parmi les troupes versaillaises. Il était à Versailles, plus exactement, d'ailleurs, dans l'anecdote qu'il rapporte. Mhm. Et à Versailles, avec ses camarades, à un moment enflammé un soir, il leur dit ce n'est pas avec les canons de Thiers qu'on va calmer. J'ai oublié la phrase exacte, mais genre quelque chose comme cette révolte qui nous vient du temps d'Étienne Marcel ou je ne sais quoi. Mais avec la loi sociale que je veux proposer pour l'humanité. Une phrase aussi humble que ça, comme ça, entre la poire et le fromage, avec ses camarades de l'armée versaillaise en train de viser le soir. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? De ce qu'on sait de lui biographiquement, on sait qu'il va travailler au ministère de l'Intérieur, dans des services de documentation pas bien clairs. C'est pas forcément un service de renseignement, c'est de la police politique, c'est sûr. Et on ne sait pas trop ce qu'il faisait, mais ce qu'on sait, c'est que pendant qu'il est toujours fonctionnaire du ministère de l'Intérieur dans ce service de police politique un peu sophistiqué, il publie son premier livre en 1877, donc Les Clés de l'Orient. C'est une espèce de truc, discours d'histoire des religions en même temps que ésotérico, mise en perspective de toute l'histoire universelle. Sont des grilles de syntaxe très ésotérique et pas forcément facile à lire du premier coup d'œil, mais enfin grosso modo, un livre qui sera le résumé de l'ensemble de son œuvre qui va suivre. Et après, l'œuvre qui va suivre, à ce moment-là, je crois que de toute façon, ces livres ont eu des diffusions minimales et je crois que le premier, pareil, passe. Et peut-être celui qui sera le plus diffusé d'ailleurs, mais ne marque rien du tout. Et à ce moment-là, il fait un riche mariage avec une, je sais pas quoi, princesse ou je sais quoi, russe, noble russe, très riche, et veuve, je crois, plus âgée que lui. Et il quitte donc la fonction publique et se retrouve intellectuel rentier, bien logé, et, comme un coq en pâte. Et là, il va produire son œuvre, une œuvre colossale en fait, ce qu'il appelle les missions, enfin ce qu'il appelle les missions, parce que chacun des livres, c'est la mission de ceci, la mission de cela. Alors, je ne saurais même plus dire lesquels. Mission de la France. Je ne sais plus lequel serait le premier dans la série, mais la mission de l'Inde, et qui est titrée complètement d'ailleurs la mission de l'Inde en Europe, et sous-titrée et de l'Europe en Inde, je crois, quelque chose comme ça, est un des plus fondamentaux, si on veut, au sens où qui couvre la plus large perspective historique. Il fait une reconstitution mythique sur 300 000 ans, ou je ne sais quoi, là je ne saurais même pas dire précisément, mais ça plonge dans l'histoire indienne la plus ancienne, en lui dressant des perspectives que l'histoire positive méconnaît, mais où il y a tout le temps la prétention de révéler la vraie histoire. Et donc là, il fait une espèce d'histoire mythique de l'Inde où il crée son mythe
fond, où il y a déjà, je sais plus si c'est le premier de ses livres ou le deuxième, mais c'est là où il y a le premier, le mythe fondateur, le mythe central, disons, de son œuvre, qui est ce qui s'appelle l'Agartha. Et l'Agartha est un petit peu plus connu que Saint-Yves d'Alvèdre parce que ça a été repris par pas mal de traditions ésotériques diverses. Ça circule, il y a des livres populaires même avec ce titre souvent, même si Saint-Yves d'Alvèdre est très très méconnu de la littérature la plus diffusée. Et l'Agartha, c'est ce mythe assez rigolo selon lequel il y aurait sous l'Himalaya un pays, avec je ne sais plus combien, 2 millions de personnes qui habiteraient, de moines selon une hiérarchie de moines plus ou moins savants, plus ou moins spécialisés en ceci ou en cela. Et en ceci, non, la spécialisation consiste en recueillir la mémoire de l'humanité. Est-ce que c'est la première fois qu'est évoqué ce mythe, en tout cas en Europe, ou d'où ça vient en fait ce mythe? À ma connaissance, c'est une création pure de Saint-Yves d'Alvèdre. D'accord, parce que j'ai l'impression que c'est aussi, enfin c'est repris d'ailleurs par le régime nazi. Après, enfin ils envoient des missions de reconnaissance pour essayer de trouver cette sorte d'endroit mythique. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'antériorité à la création de ce mythe. Faudrait peut-être vérifier. Il y a des traces dans la littérature. Le mot synarchie, par exemple, je crois qu'on a trouvé des traces antérieurement. Mais Agartha, non, Agartha en plus, il l'écrit de façon très curieuse avec 2 T ou je sais plus quoi. Enfin bon, et c'est purement forgé le vocable, le mythe, tout. Et il a très détaillé, parce qu'il a décrit l'architecture intérieure de ce pays souterrain, merveilleusement éclairé par des dômes lumineux qui répandent la lumière partout, surtout les centres d'archivistes là qui notent dans une écriture évidemment que personne ne sait lire en mieux toute la mémoire et les moindres faits et gestes signifiants de l'humanité, puisque ils irriguent, et ça va être un mythe aussi qui va beaucoup courir au long du 19e, et donc je ne sais pas s'il est à l'origine, je ne crois pas, parce qu'il a vraiment beaucoup de succès à l'époque, qui est le monde souterrain. La spéléologie de l'époque permet d'entrevoir qu'il y a quand même des tunnels qui sont bien profonds, dont on ne sait pas jusqu'où ils vont, et permet de fantasmer, parce qu'il a donné le tunnel sous la Manche à notre époque, c'était qu'on imaginait qu'évidemment il ne pouvait pas ne pas y avoir de passage entre les continents même et tout par voie souterraine. Mais alors, qu'est-ce que c'est selon... Comment il définit la synarchie alors là, je reste juste pour terminer sur l'Agartha. Donc, il prétendait être informé par des réseaux d'informateurs qui couvraient le monde entier. Et c'est comme ça qu'il pouvait faire l'archive de l'humanité centralement dans ce magnifique pays souterrain, etc. Bref. C'est très important dans la construction de Saint-Yves parce que c'est là qu'il affirme la vraie connaissance demeure, elle existe. Elle est là. Et tout le reste, c'est des conneries. Et moi, je le sais parce que je le sais. Alors bon, après, il rentre dans les détails de comment il a appris, je sais pas quoi, mais enfin, grosso modo, l'affirmation, c'est parce que je le sais. Et puis, voilà. Et je vous raconte en détail comment les choses sont parce que moi, je sais comment les choses sont. Et il refait l'histoire donc de l'âme, si on veut, il refait l'histoire de l'Europe, la mission des souverains, on l'appelle, et qui est on peut considérer un programme pour l'Europe d'aujourd'hui, qui prévoit déjà qu'il faudra que ce soit avec la capitale dans un petit État comme la Belgique, par exemple, détails qui correspondent exactement à la construction européenne telle qu'elle est, le nombre d'États, je crois que c'est à peu près celui qu'il y a aujourd'hui. Non, maintenant on va dépasser le chiffre de Saint-Yves bientôt, à force de scissionner les États en rondelles, mais sinon c'est exactement, on est au schéma de Saint-Yves à 100%. Alors, quelle est son influence sur le fascisme? Et là, tu viens d'évoquer peut-être le courant technocratique européen. Donc, quelle est son influence
sur le fascisme et sur le mouvement technocratique européen. Mystère et boule de gomme. Ce qui est sûr, c'est que donc avec cette construction là, il va proposer un discours qui va mettre en circulation dans des circuits ésotériques. Pardon, ésotérique, non, de son vivant, il va faire pas mal de politique laïque, si j'ose dire, ou je sais pas comment on disait avant, du siècle. Et il va faire un syndicat de presse économique, il va faire du lobbying sur telle ou telle question. On considère il serait le père de la loi sur les associations. Parce qu'il avait développé toute une pensée qui consistait donc, qui était résumée, si on veut, dans la phrase que je mentionnais tout à l'heure de la Commune de Paris, la loi sociale qu'il faut pour l'humanité. C'était le parti conservateur dont il était un ardent apôtre. Ne pouvait régler le problème social soulevé par le socialisme que s'il le prenait et s'il l'absorbait, le prenait en considération. Ça va très clairement avoir une influence sur ce qu'on va appeler le paternalisme à la fin du 19e, tout ce patronat qui prend justement en considération les problèmes des ouvriers en les logeant bien, etc. Il y a parmi les livres de Saint-Yves un qui s'appelle Mission des ouvriers, c'est le plus court. Les autres sont des gros pavés, celui-là c'est une plaquette. Mais c'est un discours aux ouvriers qui commence par « mes enfants ». Et je vais vous expliquer comment, franchement, chacun doit être à sa place dans la société et que tout le monde doit être bien traité et que tout ira très bien. Et il y en a qui sont faits pour ci et d'autres qui sont faits pour ça. Une place très insupportable et à la fois très banal, pamphlet. Je dirais raciste presque, au bout d'un moment, la théorie des castes, il se défend. Il dit non, les castes, c'est pas du tout mon système, etc. Enfin, il va avoir de l'influence sur le corporatisme. Il y a sûrement d'autres traces de ça, mais il va faire tu l'évoquais à un moment, une mission de la France, donc, qui porte cet autre titre, La France vraie. Et la mission de la France, il replonge dans, justement, le cité Étienne Marcel tout à l'heure, la France médiévale et la beauté des corporations et de quand tout était en ordre, ceci et cela. Et il n'est pas du tout impossible que le corporatisme, il est même quasiment certain, que le corporatisme pétainiste découle directement de ce revival du corporatisme moyenâgeux que proposait Saint-Yves, qui était l'essentiel de sa théorie. De toute façon, l'humanité avait horriblement décadé à partir de l'humanisme, et le Moyen-Âge était cette époque splendidement équilibrée où tout le monde était uni dans la même foi et la société parfaitement organisée, avec une description assez intéressante d'ailleurs du système politique avec ses états généraux et ceci et cela, et leur réelle signification, et comment il y avait un équilibre politique vraiment qu'il arrive à rendre, d'ailleurs avec une certaine... comment dire, il donne assez bien vie à ces tableaux, à tel point que c'est un peu gênant, parce qu'à la fois il fait des mythologies complètes sur des tas d'aspects de son œuvre, et puis par d'autres moments il raconte aussi toujours une forme très informée, etc. Mais là, pour le coup, il rend compte de la vie des cours, je sais pas quoi, des problèmes politiques, des monarchies, de façon assez crédible, avec une espèce de perception des enjeux inhabituelle chez les historiens, disons. Et qui donne un certain charme de curiosité, là, et on peut même dire par moments, voilà, l'insultif. Il faudrait examiner de ce point de vue-là les éléments d'information réellement intéressants, nous dire les histoires comparables de la même période, mais moi, à la lecture, pour un livre d'histoire, pas forcément toujours ennuyeux. Mais truffé de cette idéologie-là de dire qu'il faut rescaper la pensée du Moyen-Âge, enfin, la société du Moyen-Âge, la société chrétienne du Moyen-Âge, c'est le must. Est-ce que... Et donc, la séance... Ouais.
pardon, j'ai pas trop répondu à ta question, mais si tu veux poser une question suivante, je voulais dire influence quoi, sur le comparatisme par exemple, oui, sur le fascisme, le fascisme c'est quoi? C'est bien, on absorbe le socialisme, le Parti conservateur absorbe le socialisme, donc à la base, c'est ça. On le dit, oui, c'est le père génétique de ça. Et d'ailleurs, ça va apparaître tout de suite après, dans la foulée du lancement de son machin, avec le boulanger. Ou est-ce qu'il était de droite ou de gauche, Boulanger? Bah tiens, bonne question. Boulanger, il était avec, je crois, l'Église lui en voulait pas trop, le parti monarchiste non plus. Et en même temps, il avait réussi à regrouper les communards avec lui. Et il était le héros de la gauche à un moment, on peut dire. Ou bon, une partie de la gauche qui était sceptique quand même, mais il avait emporté un enthousiasme assez général, et ça fait partie des rares détails biographiques sur la vie politique de Saint-Yves. On sait qu'il y avait un contact entre lui et Boulanger. Il n'est pas certain qu'il y ait eu des contacts suivis pendant la crise du boulangisme, mais qu'ils se connaissaient, oui. Et s'estimer, c'est probable. Et donc on peut dire que le boulangisme est déjà une conséquence de la pensée de Saint-Yves, si on veut. Et le boulangisme, par certains historiens comme Lev Sternel, est considéré comme, bah oui, la racine du fascisme. C'est là que, justement, ces deux ingrédients vont apparaître pour la première fois comme pouvant fonctionner ensemble. Et donc, sur le fascisme, et sur la pensée technocratique, après, c'était compliqué, parce que la pensée technocratique, elle a bien d'autres sources, avec Saint-Simon, Auguste Comte, de la même façon que la pensée européenne que j'évoquais tout à l'heure, Saint-Yves rentre dans les détails qui sont de façon troublante, semblables aux détails d'aujourd'hui, mais sinon c'était Victor Hugo avant lui, son maître. Il est quasi établi que oui, s'il était disciple de quelqu'un, ça pourrait avoir été de Victor Hugo. Sinon, il y a d'autres auteurs dont il s'est lourdement inspiré, comme Fabre d'Olivet, méconnu. Alors là, si on cherchait des méconnus tout à l'heure, méconnu de moi y compris, qui avait fait un travail assez énorme avant je sais pas de quoi parler. Fabre d'Olivet, un de ses livres en circulation aujourd'hui, je crois que ça s'appelle La langue hébraïque rescapée. Je crois qu'il était spécialiste de sanskrit, d'hébreu, de grec ancien, de ceci et de cela. Et à part ça, il avait fait un livre que je n'ai jamais eu entre les mains et pas encore lu, qui s'appelle L'histoire philosophique du genre humain. Et Fabre d'Olivet avait commencé à faire ce truc que Saint-Yves va faire finalement à son tour, qui est reconstituer une histoire idéologisée, je dirais moi, une histoire mythologisée en partie, en grande partie, et idéologisée ça, qui prétend faire une grande synthèse de l'histoire humaine, ce que vont faire d'autres historiens avec plus de prétention scientifique peut-être à l'époque moderne, je ne sais pas qu'on pense à Tagli ou à d'autres, tout en tombant dans le piège d'avoir leur propre idéologie aussi, et donc on peut pas... Mais enfin bon, vont apparaître toutes sortes de trucs qui sont aujourd'hui très en vogue dans la littérature parapsychologique. Est-ce que justement tout ce mouvement-là, post-commune, après 1870, tout ça, est-ce que c'est pas justement une résurgence des mouvements contre-révolutionnaires, quoi, un siècle après la Révolution française. C'est le Parti conservateur, c'est tout, qui va se métamorphoser à ce moment-là. C'est-à-dire qui avait été soumis aux révolutions à répétition depuis 89, non-stop, jusqu'à donc 71. Qui voyait bien qu'à tout moment, quoi qu'il fasse, quelles que soient les formules qu'il adopte, il était exposé à ça. Et qui analyse à ce moment-là qu'il a intérêt à réviser ses catégories s'il veut réussir à dominer, perpétuer sa domination.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui résonne? Il résonne donc qu'il faut mieux trouver un arrangement avec la classe ouvrière qui commence à prendre effectivement de l'importance dans la structure sociale. Là. Et puis quoi? Et puis il va y avoir cette métamorphose quand même qui a été analysée par plein d'historiens, qui est que tout d'un coup, il va s'emparer du nationalisme. Jusque-là, le nationalisme, on va dire, était une idée de gauche, ça va devenir une idée de droite. Avant ça, il y a quand même, je crois, quelque chose qui est très fondateur, qui va devoir renoncer à la monarchie. Il accepte finalement ils sont majoritaires, pourtant les monarchistes, dans les premières assemblées de Troisième République. On n'ose même pas appeler la Troisième République République dans les premiers temps, parce qu'on ne sait pas si ça va pas être une monarchie. Et finalement, le parti monarchiste comprend que s'il tient vraiment à accomplir son programme, il s'exposera à une révolution inévitablement dans les équilibres de la politique française telle qu'elle était depuis un siècle, disons. Ou presque à cette époque. Alors quels sont les rapports entre ces mouvements intellectuels synarchistes avec un peu plus tard maurassisme, je sais pas comment... Justement, dans le maurassisme, ça va être quoi? Le maintien de l'idéologie monarchiste, qui est leur conviction, sous un régime républicain où finalement il n'est plus vraiment question de rétablir la monarchie. Et où les monarchistes s'adaptent aux faits républicains. Et de la même façon qu'ils vont s'adapter au discours socialiste, de la même façon qu'ils vont prendre en compte le nationalisme et l'autre grand changement de l'époque, c'est qu'ils vont prendre en compte l'antisémitisme, qui était une idéologie de gauche jusque-là, formant part du socialisme, et tout d'un coup, avec justement le boulangisme, etc., il y a ce glissement où l'antisémitisme, ce qui va surtout se cristalliser dans l'affaire Dreyfus, où l'antisémitisme devient l'idéologie de la droite et le philosémitisme devient au contraire de gauche. Et ça va être progressif, commencé dans l'affaire Dreyfus, la gauche ayant eu un lourd passif de la pensée socialiste avec l'antisémitisme, mais là il y a ce grand changement fin 19e, et où on peut dire que la pensée législative a été, de ce point de vue, le cadre général de cette révision, et on ne voit pas d'autres auteurs qui aient en fait pensé l'ensemble de ce phénomène comme vous. Tu parles de Saint-Yves d'Albève. Pour rester sur la question de quelle est son importance à l'époque, il va réorganiser la pensée des classes dominantes. Et effectivement, il va y avoir une transformation. Après, il va y avoir aussi une très forte influence, moi je prétends, sur l'alliance russe, et qui va être décisive pour la guerre de 14. Pareil, en 1870, il est dans le parti revanchard, il est au parti conservateur revanchard. Il va faire des odes à Jeanne d'Arc, qui fait partie de ceux qui ont travaillé à la résurrection du mythe de Jeanne d'Arc, à la création du mythe. Il fait un livre d'ailleurs sur Jeanne d'Arc. Ode en poème, lié de vers, d'hommage à Jeanne d'Arc et à l'armée française. Et là, je ne sais pas vers quelle époque, mais en 1880-90, c'est très clairement un auteur revanchard très engagé. Mais plus qu'un auteur revanchard, un stratège de la revanche, il ne sera pas le seul. Juliette Adam, dont je compulse la biographie de ces temps-ci, aura été une figure très décisive de cette alliance russe, mais on sait que Saint-Yves aussi. Je ne sais pas si c'est par sa femme russe que l'affaire commence, je ne suis pas sûr, mais c'est de ça l'aider, bien sûr. Il était en contact avec l'aristocratie russe par sa femme, donc personnellement recevait les grands-ducs chez lui, ce qui n'était pas rien. Grand-duc étant une espèce de deuxième personnage de l'État, quasiment. Et alors, est-ce qu'un personnage comme Papus, justement, un célèbre, enfin je crois que c'est un occultiste... Oui, alors justement, Papus est un disciple direct de Saint-Yves, c'est le seul identifié comme ça. Il n'y a pas de rapport entre Saint-Yves et les sectes ésotériques, quelles qu'elles soient de l'époque, hormis
le fait que Papus le reconnaît comme son maître. Et Papus est lui ce qu'on qualifie de refondateur des Rose-Croix, qui avait quand même existé jusqu'à au moins début 19e, puisqu'on connaît Joseph de Maistre comme grand maître des Rose-Croix à l'époque, qui était lui aussi un très grand idéologue conservateur, comme on sait. Qu'est-ce que c'est les Rose-Croix? Les Rose-Croix, bah, c'est une espèce de franc-maçonnerie, c'est tout. C'est la même chose, en plus sophistiqué, je dirais peut-être. Franchement, je prétends pas avoir des diplômes en la matière, en fait, malgré la longue étude que j'en ai faite. Je suppose qu'il faut être dedans pour connaître un peu mieux à quoi ça ressemble. C'est quand même des trucs secrets par principe où on ne parle pas trop quand même de comment ça marche. Mais c'est bon, un genre de franc-maçonnerie qui va apparaître fin 19e, donc sous l'impulsion de Papus, qui va beaucoup se développer mondialement. Qui a énormément d'adeptes. Je crois une fois j'ai vu l'émission à la télé où il y a des millions d'adeptes. Et planétairement, et je sais pas quoi en dire de plus, sinon que bon, Papus reconnaissait Saint-Yves comme maître. Après, Papus a laissé une œuvre kilométrique qui fait à peu près la moitié de cette librairie, et où il y a toutes sortes de choses sûrement très intéressantes. Je n'ai pas pris le temps de regarder en détail, et c'est beaucoup de théories ésotériques diverses et variées. Moi, je considère ça comme du délayage de Saint-Yves, c'est déjà assez fatigant de lire Saint-Yves. Saint-Yves, parfois, c'est très beau comme écriture. Les autres sont vraiment lourds et fatigants, moi je trouve tous. Déjà Saint-Yves, c'est lourd. Donc j'avoue de ne pas avoir tout lu de Papus, mais Papus va être le grand réorganisateur de, pas seulement des Rose-Croix, si on regarde sa biographie, même à l'époque, il y a une floraison de sectes ésotériques mondialement, et il y a grosso modo deux grandes familles européennes et américaines, anglo-saxonnes. Et les anglo-saxons, en gros, c'est la théosophie. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est la pensée de Madame Blavatsky, donc, comme gourou du truc. Et c'est exactement contemporain du travail littéraire de Saint-Yves. Je n'ai pas réussi à dater un avant l'autre si on prend leurs diverses œuvres. C'est extraordinairement semblable. Ça naît là dans les séries secrets américains. Si on peut dire que le travail de Saint-Yves naît dans la police politique française, Madame Blavatsky travaillait avec le colonel Olcott, qui était un colonel des séries secrets américains. Et c'est une idéologie très la structure clone. Structure comment? Clone de la synergie, c'est deux clones qui apparaissent en même temps. Avec chacun sur leur littérature, et je disais citer Blavatsky parce qu'elle a aussi, comme Papus, des rayonnages infinis d'œuvres, et qui m'ont l'air plutôt d'un niveau moins intéressant quand j'ai lu Saint-Yves, mais la vérité c'est que si on sait lire Blavatsky, on doit trouver des petites perles. C'est compliqué, par définition la littérature ésotérique, c'est ésotérique. Donc avant de traduire, ça prend un peu de temps, et parfois ça n'a pas forcément l'intérêt, ou peut-être qu'on a du mal à en trouver l'intérêt, j'en sais rien. Et parfois il y a des petites trouvailles, c'est assez fastidieux. Et l'œuvre de Blavatsky est particulièrement fastidieuse, un peu comme celle de Papus. Et Papus va réussir à réconcilier toutes ces branches en 1900. Il fait un congrès mondial de tous les ésotérismes et ils font un programme commun. Et c'est Papus qui le rédige, et de ce point de vue-là, je dirais que la primauté de Saint-Yves sur tout ça est reconnue par ça. C'est le secrétaire de Saint-Yves qui va faire le programme commun de toutes les sectes ésotériques du monde, qui à l'époque était une espèce d'internationale plus forte que l'internationale ouvrière. Et enfin bon, je rigole, mais entre tous les fanats de table tournante qui traînaient depuis le début du 19e, là il y avait une floraison de trucs incroyables. C'est une des caractéristiques de la belle époque. Comment on en vient au fascisme?
Ce constat étant fait, l'évolution, oui. pardon, le fascisme historique, bon, il va naître après la Première Guerre mondiale, ça c'est... J'en étais d'ailleurs à cette histoire que ça va être décisif pour la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l'alliance russe étant indispensable à son déclenchement. Et Papus va envoyer en Russie un certain maître Philippe, qui était un mage lyonnais, et qui va être très proche de Nicolas II et de l'impératrice avant Rasputin, et accomplir des fonctions très semblables. Et on peut, et avec pardon, le maître Philippe, des recommandations du ministère des Affaires étrangères, et on peut supposer que ça n'a pas peu contribué à la qualité de l'alliance russe, quand on sait à quel point Nicolas II était superstitieux. Et là, c'était des grands maîtres superstitions qui étaient délégués auprès de lui pour lui expliquer la vie, si j'ose dire. Et il est très probable que ça a été décisif pour entraîner Nicolas II dans cette erreur historique de la Première Guerre mondiale. Il est bien malgré lui. Et ça, c'est pour cela. Après, le fascisme donc va naître de la Première Guerre mondiale. C'est l'exacerbation de la violence là, qui va faire que tout autre phénomène, les anciens combattants, rescapés de la guerre, vont produire à peu près dans tous les pays groupes pas très sympas et plutôt avec l'idéologie militaire, quoi. Et pour le coup, être bien souvent du côté des forces conservatrices. Et à ce moment-là, rencontrer cette théorie, cette néo-théorie conservatrice, et qui propose, un modèle nouveau. Il y a beaucoup l'idée de troisième voie qui donne encore son titre à des publications fascistes aujourd'hui, je crois. C'est finalement, il y a le socialisme, il y a le capitalisme, entre les deux, on va essayer une formule, c'est le pétainisme, qui va réaliser au mieux, disons, ceci. Et puis sinon, mis à part l'influence sur le fascisme, qui donc est certaine, puisque c'est la définition de l'absorption de la préoccupation sociale dans les intérêts du Parti conservateur, mais au-delà, on voit des choses comme, je disais le pétainisme, mais la Cinquième République, dont les institutions sont une espèce d'idéal synarchiste, au sens où c'est le maximum d'autorité pour le minimum de démocratie. Donc toute la synarchie est une pensée où il faut s'adapter aux principes républicains et aux faits démocratiques. Que c'est quelque chose de difficile à gérer, puisqu'il faut donc ménager la chèvre le chou. Il y a des électeurs, il y a des syndicats, il y a des ouvriers, il y a des réalités populaires qu'il faut intégrer, et qu'il faut intégrer dans un système qui garantisse au mieux la stabilité du pouvoir, et qu'on n'ait pas à s'emmerder. En gros, le grand reproche de la pensée synarchiste et la démocratie, c'est antidémocratique basique, c'est on va pas s'emmerder avec les opinions des gens qui savent pas. La démocratie permet à tout le monde de voter, même aux cons. Non, seuls les savants ont des opinions valides. Et alors il y a toute une théorie de pouvoir aux savants. D'ailleurs, tu dis technocratie, oui, il y a ça. Mais encore une fois, ça existait bien avant, je disais le second. C'est pas ce qui va caractériser l'apport de la synarchie. Par contre, dans les groupes fascistes, parafascistes, pas fascistes, comment on les appelle, les non-conformistes des années 30. Des étudiants fiévreux, sous le choc de la crise de 29, et en particulier donc on identifie un groupe à Polytechnique qui va s'appeler X-Crise, et qui est un espèce de club de réflexion d'étudiants, et qui va faire un très important travail de réflexion collective, dans un sens qu'on pourrait résumer comme ça pour simplifier sans risque d'erreur, dirigiste.
comment, puisque la crise de 29 manifestait que les désordres du capitalisme étaient dangereux, il fallait, bon, on peut dire keynésien ou je sais pas quoi, mais dirigiste au sens large, il fallait que l'État se munisse des moyens de diriger l'économie pour éviter les problèmes. En ceci, finalement, ils sont très proches de la pensée socialiste aussi. Mais tout en étant polytechnicien, bon, pas un objet idéologique non identifié, mais depuis, je ne sais plus qui, je crois Fourier déjà, recruté aux portes de Polytechnique, mais en tout cas Saint-Simon l'a fait abondamment et Auguste Comte commence encore plus. Et c'est un type, c'est certain aussi. À Polytechnique, il y a une espèce de drôle d'idéologie locale. Dont on aimerait avoir plus de détails peut-être, mais qui forge les cadres d'un État qui s'est constitué autour de ça. C'est la colonne vertébrale de l'État. Et là, pourquoi est-ce que je parlais de Polytechnique? Parce que donc c'est Polytechnique X-Crise, des étudiants de Polytechnique qui, à ce moment-là, vont développer toute une gamme d'idées très intéressantes sur comment gouverner, qui vont s'appliquer fantastiquement sous Pétain. C'est quelque chose, je ne sais pas si c'est souvent décrit d'ailleurs, l'énorme travail de réforme dans ce pays entrepris par le régime du maréchal Pétain. Un travail législatif tel que je crois que ça pollue encore 70% des textes qu'on a aujourd'hui sont de ces 3 années-là. Il ne s'emmerdait pas, il ne se passait pas par un parlement, il écrivait les lois et il les publiait direct. Mais alors du coup, ça facilitait les grandes vertus de l'autoritarisme, et de l'absence de démocratie, la productivité, il l'a démontré, fantastique. Il a réorganisé le pays de la base au sommet. Mais tout ça, pourquoi? Avec quel outillage intellectuel? C'était l'outillage intellectuel fabriqué dans X-Crise depuis le début des années 30. 34, c'est sûr, je crois, un peu avant. Et là, avec des intellectuels, des figures, le grand gourou de ce truc-là était un certain Jean Coutreau, qui était comme un intellectuel très fiévreux, qui est mort mystérieusement, ou suicidé, ou assassiné en 41, pendant l'occupation. Où bizarrement, il n'avait pas trouvé de place, alors que c'était tous ses élèves qui étaient au gouvernement. Ses élèves, oui, ses disciples. Et on a dit, oui, on fait le lien entre X-Crise et la synarchie pour plein de raisons. Une d'entre elles, tout bêtement, est que l'enquête qui va être faite au moment de sa mort va établir ce lien-là. Mais sinon, pour des raisons culturelles, que je disais, de Polytechnique ou de ce qu'on veut, oui, c'est plus que probablement que cette pensée était découlée, disons, d'une matrice synarchiste au sens large. J'ai entendu que la pensée synarchiste c'est la pensée religieuse, c'est la pensée de la secte. On est ou on n'est pas d'ailleurs adhérent de la secte. Le langage de multiples sectes finalement finit par colporter cette pensée-là. Et que dire, et c'est l'équivalent des pensées religieuses, c'est-à-dire c'est la vraie foi, on pense que vraiment les choses sont comme ça, parce qu'il n'empêche pas d'avoir un deuxième discours, qui est un discours laïque à côté. Et donc tout le travail de X-Crise est totalement laïque, travail d'organisation de l'État. Rien de synarchie, c'est pas une virgule de la syntaxe de Saint-Yves qu'on retrouve dans le travail d'X-Crise. Mais par contre, c'est le versant laïque de cette pensée-là, on peut qualifier comme ça, de la même façon qu'elle avait à l'époque. On peut qualifier sans risque d'erreur la cagoule, d'organisation aussi de type, inspirée par cette grande pensée-là, indiscutablement. La cagoule, donc cette organisation terroriste
ésotéristes qui est l'histoire. Donc à la même époque, on peut dire que la Synarchie animait aussi bien des clubs de réflexion intellectuelle de bonne loi, de politique qui cherchaient des solutions à la crise, que des organisations d'extrême droite terroristes assassinant à tour de bras et ceci et cela que pouvait être la Cagoule. Donc la Synarchie est un espèce d'objet à diverses facettes. Et d'ailleurs, les gens qui dénoncent, qui disent, la plupart des historiens de la Synarchie d'ailleurs travaillent à démentir son existence et disent oui, oui, donc voilà, on dit n'importe quoi, tout ceci n'est pas établi. Et je dirais oui, enfin, c'est ce courant culturel-là, qu'on le veuille ou non, c'est les gens qui reconnaissent eux-mêmes finalement leur filiation de ce courant. Et on peut les croire sur parole parce qu'il faut bien que les gens aient une pensée pour agir. Alors, justement, j'aimerais bien que tu explicites un petit peu les liens qu'il y a entre, on va dire, ces trois courants, c'est-à-dire, le côté occultiste, religieux, etc. Le côté militaire, on va dire, enfin, la cagoule étant une organisation un peu militaire, on va dire, au sens large du terme, et le côté de mouvement technocratique, quoi. Quelles sont ces trois choses qui peuvent être apparemment sans lien particulier? Quels sont justement les liens, on va dire peut-être humains ou... C'est une hypothèse de travail, on s'en fout. Enfin, je sais pas, pour moi, la matérialité des liens m'intéresse pas, parce que vraiment, mon travail, c'est plutôt l'histoire des idées. Alors après, un lien où il n'y a pas un lien, si c'est le même ensemble d'idées qui agit, c'est ça mon sujet. Maintenant, le type de lien qu'on peut imaginer, puisqu'on parle donc de secte ésotérique, c'est ce que j'essaie de décrire tout à l'heure, c'est d'un côté, il y a le regroupement, là, on le voit, si on a une image plus claire avec la franc-maçonnerie, disons, le regroupement le club de pensée où les individus ont le sentiment d'avoir leur véritable pensée, leur et puis quand ils sortent de leur réunion de loge, ils redeviennent des citoyens comme tout le monde, ils quittent leur costume qu'éventuellement ils ont dans leur réunion de loge, et évidemment tous les signes, les symboles et le langage appartiennent au secret de ces réunions, et ils vont dans la vie normalement faire leur vie avec cet ensemble idéologique-là, construit-là. Est-ce que c'est une organisation, par exemple, on peut dire, est-ce que après l'avoir étudié pendant plus de 10 ans maintenant, 15, est-ce que je peux dire que, à mon avis, c'est une organisation, on discute de complotiste, j'en sais rien. Ils le disent eux-mêmes quand ils s'en défendent, ils disent non, on est un club de pensée, je dis ouais, un club de pensée. Quand découle de ce club de pensée des effets divers, aussi divers que la pensée technocratique des années 30 et l'action terroriste, on constate que découle de cet environnement, et on voit même des passerelles entre les deux. Il y a des personnages j'ai beaucoup étudié Raymond Abellio qui fait passerelle entre les deux groupes de Coutreau et de l'oncle. Alors, de l'oncle, c'est le... De l'oncle, c'est le patron de la cagoule. Patron de la cagoule. C'est le patron de X-Crise. Et alors, Georges Soulès, de son vrai nom... il fait un lien entre ce groupe X-Crise et la cagoule. Pardon, alors après de la nature des documents, quand on étudie ceci, c'est lui qui va en témoigner lui-même dans le document le plus probant, le plus détaillé là-dessus, c'est un roman, Relais Pacifique, qui est son premier roman, et qui est le seul, d'ailleurs, à peu près daté, parce que au première page, il y a 1934, la date est donnée, alors que tous ces autres romans sont un peu plus... ne pas ce genre de soucis. Et là, il décrit un personnage qui est, lui, le personnage principal, qui s'identifie manifestement. Je crois qu'il y a même beaucoup d'études littéraires qui ont décrypté personnage par personnage qui était derrière. C'est assez précis, c'est assez vérifié, disons. Et donc, il y a donc un personnage qui est de l'oncle, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a un personnage qui est Coutreau? Non, je crois que Coutreau apparaît sous son vrai nom, vraiment.
le personnage d'Abellio va bien entre les clubs de X-Crise et les conversations avec de l'oncle. Dans le cours d'un moment, d'une scène à l'autre, sans raconter. Mm. Et alors, les penseurs nazis, du nazisme, est-ce qu'ils sont influencés par ces courants français? Ah, français, je sais pas. Si on prend en amont, si on remonte à Saint-Yves, l'hypothèse est plausible. Puisque, ils sont. Le chapitre de l'occultisme et du nazisme a été quand même crédiblement documenté. L'histoire, je ne sais plus comment elle s'appelle, des rois de Tulé ou je sais pas quoi. On a tous les noms des individus et le rapport et qui était pas d'ailleurs. La documentation est assez précise là-dessus et que à l'origine du nazisme il y ait ces sectes-là, il n'y a pas de doute et que, alors après je ne suis pas expert mais si je comprends bien, ils vont maintenir des traditions de ce type-là jusqu'à la fin puisque chez les SS il y a une espèce d'ordre noir et je ne sais plus quoi, enfin bon, et qui sont typiquement des traditions ésotériques, donc dès avant même la naissance du parti nazi avec les sectes Tulé. Et jusqu'à la fin du dernier jour de Auschwitz et de ce qu'on veut, avec l'ordre noir des SS. L'influence ésotérique sur le nazisme me semble plausible, une hypothèse à retenir en tout cas. Et tu évoquais tout à l'heure les expéditions justement en Agartha pour aller vérifier où sont ces moines bouddhistes. Enfin bon, c'est hallucinant même à quel point ils pouvaient croire n'importe quelle couillonnade, mais c'est une caractéristique des synarchistes que le bit de l'Agartha est un acte de foi, si je veux dire, et qu'ils y croient. Et c'est très rigolo, moi ça me fait vraiment, il y a des intellectuels très distingués comme ça, qui tout d'un coup, comme Dominique de Roux, qui était un autre disciple d'Abellio, là, et qui était un plus que distingué intellectuel, meilleur éditeur qu'il y a eu à Paris depuis très longtemps, créateur de 10-18, de l'édition Christian Bourgois, et importateur de toute la littérature beatnik, de je sais pas quoi, beaucoup de choses, de Gombrowicz, et ressusciteur de Ezra Pound, de je sais pas quelle espèce d'autre écrivain réactionnaire. Et de Dominique de Roux, donc, disciple d'Abellio, synarchiste revendiqué, si on veut. Et à un moment, au détour d'un de ses livres, il dit oui, l'Agartha, c'est vrai. Mais il le dit sur un ton où, franchement, moi je le soupçonne d'être sincère à ce moment. Il y croit. Comme ce couillon d'Hitler, ou si c'était Hitler, je ne sais quel de ses assistants qui aura décidé de cette expédition, on faisait une expédition pseudo-scientifique pour aller vérifier les couillonnettes de cette île d'Alvèdre, qui était très très drôle, mais sur lesquelles un explorateur avait prétendu dans les années 20. Un espèce de russe fou avait fait un voyage en Sibérie, je sais pas quoi, et était passé par là, soi-disant, et avait fait une description absolument délirante de n'importe quoi à son tour. Il n'avait pas pu y entrer, mais on lui avait dit que, et il témoignait positivement que, quand même, et je sais pas quoi, enfin, un gag. Ossendowski, qui s'appelait Bête et Homme, s'appelle son livre, je crois, on le trouve encore, il est réédité par les ésotéristes divers. Et qui est le document sur l'Agartha, parce que lui, il y a été, c'est l'explorateur qui a été vérifié, il a touché du doigt, non, il était à quelques kilomètres, mais il savait que c'était pas loin. Mm. Et Ok.